Bonjour à tous, bienvenue pour ce Lunch and Learn de l'APL, aujourd'hui consacré à la prise en charge des médicaments dans les hôpitaux au Luxembourg. J'ai le plaisir de recevoir Grégory Godillot, président de l'Association des pharmaciens hospitaliers et aussi pharmacien gérant du CHL. Aujourd'hui, nous avons un programme que nous allons vous présenter avec quelques informations pratiques pour commencer. Je vous présenterai plus en détail ensuite notre intervenant avant de lui laisser la parole sur cette prise en charge des médicaments au Luxembourg. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, l'émission de l'APL, en bref, notre mission est de promouvoir les meilleurs soins de santé par rapport aux innovations thérapeutiques dans le domaine des médicaments à usage humain au Grand-Duché de Luxembourg. Nous représentons aujourd'hui 57 membres, tous actifs en recherche et développement et tous ayant une activité innovative dans le domaine pharmaceutique au Luxembourg. La liste se trouve sur notre site et des informations pratiques pour aujourd'hui. Donc la présentation est enregistrée, nous ne vous entendons pas, nous ne voyons pas les mains levées et nous avons déjà prévu une série de questions-réponses qui nous a été transmise préalablement. À la fin de cette présentation, vous allez pouvoir encore poser des questions supplémentaires. Le matériel, que ce soit la présentation ou des slides, sera disponible sur le site de l'APL. On est aussi à votre écoute pour toutes ces gestions, pour demande de nouveaux séminaires. Alors, Grégory Godillot n'est plus à présenter dans l'écosystème de la santé au Luxembourg, pharmacien gérant du CHL, aussi président de l'Association des pharmaciens hospitaliers du Luxembourg. Il est un interlocuteur privilégié pour vous. Il participe aussi à des comités par rapport aux médicaments, mais il va nous expliquer tout ça bien plus en détail. Et avant de lui laisser la parole, peut-être une première question. Comme vous avez pu le remarquer, le titre de cette présentation est un petit peu différent du titre annoncé dans le Lunch and Learn et sur Eventbrite. Je vous avais annoncé un Lunch and Learn remboursement des médicaments hospitaliers. Et vous aviez fait une remarque très judicieuse et je vous laisse débuter votre présentation avec cette remarque et ce commentaire par rapport au titre. Merci beaucoup, Monsieur Godillot, d'être ici aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette invitation et de parler à un sujet qui me tient à cœur. Et effectivement, c'est la première remarque que je vous ai faite. Vous avez appelé ce talk remboursement des médicaments à l'hôpital. Or, c'est finalement l'erreur à ne pas faire parce que au Luxembourg, on ne parle pas de remboursement lorsqu'on parle des médicaments utilisés au sein de l'hôpital. On parle d'une prise en charge, effectivement, nous avons un budget pour pouvoir fonctionner et qui prend en charge les dépenses de médicaments et de produits pharmaceutiques au sens large, mais on ne parle pas de remboursement stricto sensu, tel que ça existe en Belgique. Et comme je sais que beaucoup de vos membres sont aussi très implantés en Belgique, justement, c'est l'erreur à ne pas faire. Et je reproche souvent aux firmes qui viennent dans mon bureau en me disant mais on vient d'obtenir le remboursement en Belgique, qu'est-ce qu'il en est pour le Luxembourg. Donc je commence toujours par leur redire on ne parle pas de remboursement à l'hôpital. Donc je vais vous donner justement, je pense, dans cette présentation, quelques éléments de réponse pour essayer de mieux vous faire comprendre l'univers hospitalier qui n'est pas opaque, qui est quelque chose de relativement structuré, qui est très différent par contre du système belge. Et j'espère vous donner un peu les clés du fonctionnement au détour de ces slides. Donc la présentation va tourner autour de deux grands axes qui sont la budgétisation hospitalière, qui permet de prendre en charge les médicaments, et puis vous donner aussi les grandes lignes du circuit du médicament au Luxembourg. C'est-à-dire avant d'arriver à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe pour que le médicament puisse être enregistré, commercialisé et dispensé dans les hôpitaux. Parfait, merci beaucoup.
Alors, peut-être pour introduire le sujet, d'abord il faut parler des soins hospitaliers au Luxembourg, hein. Donc c'est une organisation qui dépend du ministère de la Santé, hein. Vous savez que notre ministre de la Santé, c'est Madame Paulette Lehnert, hein, qui est membre du LSAP, et tout est basé sur une loi récente, hein, une loi de 2018, qui a permis d'organiser, enfin de réorganiser les établissements hospitaliers et la planification hospitalière. Donc c'est dans ce texte que sont déterminés les moyens dont vont pouvoir disposer les hôpitaux, notamment en termes de lits. Et d'équipements par exemple importants. Donc tout est codifié au sein de cette loi. Il faut savoir que les hôpitaux, donc il y a plusieurs établissements hospitaliers au Luxembourg, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, donc la FHL, on parle souvent aussi de la FHL, qu'on appelait anciennement l'EHL, hein, qui était l'entente des hôpitaux luxembourgeois, et ils ont préféré changer de terme, donc voilà, on prend acte. Donc c'est devenu une fédération et plus une entente. Et puis l'autre grand acteur aussi dans l'organisation des soins hospitaliers, bien, finalement c'est celui qui finance en partie les soins à l'hôpital, et bien c'est la Caisse nationale de santé, la CNS, qui donne effectivement le financement du budget hospitalier et qui dépend donc du ministère de la Sécurité sociale, et le ministre de la Sécurité sociale c'est monsieur Romain Schneider du parti LSAP. Voilà. Au niveau hospitalier, donc je vous ai dit, il y a plusieurs établissements, 4 établissements aigus, hein, qui sont finalement, au cours des dernières années, il y a eu un regroupement de plusieurs petits établissements pour donner des établissements de taille qu'on pourrait considérer moyenne, puisque si on regarde un peu ce qui se passe dans nos pays voisins, c'est plutôt des établissements de taille moyenne. Le plus gros établissement en nombre de lits, ce sont les hôpitaux Robert Schuman, suit ensuite le CHEM avec 612 lits, le CHL avec 579 lits et le centre hospitalier du Nord avec 342 lits. Et à côté de ces hôpitaux aigus, nous avons des établissements dits spécialisés qui vont avoir un type de prise en charge dans leurs locaux, avec le CHNP pour tout ce qui concerne la neuropsychiatrie, le Rehab Center pour la rééducation physique, le centre de réhabilitation du château de Colpart qui va faire de la réhabilitation physique et post-oncologique, l'INCCI qui est donc l'Institut national de chirurgie cardiaque et cardiologie interventionnelle, donc, comme son nom l'indique, prend en charge la chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle, l'hôpital intercommunal de Steinfort qui prend la rééducation gériatrique, et puis le centre Black-Claes qui est un centre de radiothérapie. Voilà, donc on rentre vraiment d'emblée dans le vif du sujet, la budgétisation hospitalière. C'est ce qui va vraiment faire la différence avec le mode de fonctionnement belge. Depuis la réforme de 2010, les établissements hospitaliers sont financés par ce qu'on appelle une enveloppe budgétaire globale, donc c'est l'EBN, qui est une enveloppe qui est déterminée par le gouvernement pour une période de 2 ans. Actuellement, on est sur le budget 2021-2022. Cette enveloppe budgétaire, vous voyez qu'elle était en 2019-2020 de plus de 2 milliards d'euros, et l'objectif c'est de prendre en charge toutes les dépenses qui ont lieu dans les établissements hospitaliers. Parmi ces dépenses, eh bien, il y a effectivement les frais de personnel qui représentent la plus grosse partie des dépenses hospitalières, donc les frais de personnel hors frais de médecins, hein, puisque les médecins sont financés par la nomenclature. Donc on est sur le personnel soignant, le personnel pharmaceutique par exemple. Et puis ensuite, à côté de ces frais, il y a surtout ce qu'on appelle les frais variables, qui est donc le deuxième niveau de dépenses dans le budget hospitalier, qui concerne notamment les médicaments et les dispositifs médicaux. Voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer ces frais variables ? Oui, tout à fait, parce que en fait c'est finalement une partie du budget dont on est en charge en tant que pharmacien. On a dans ces frais variables finalement toutes les dépenses de consommables. Donc arrivent en tête, comme je l'ai dit, les médicaments et les dispositifs médicaux stériles, et parmi lesquels les implants par exemple, ou les prothèses. Mais on a aussi toutes les autres types de consommables, donc ça va du papier toilette, des sacs poubelles, à tout ce qui est bureautique, papier, stylo, et puis tout ce qui est dispositifs médicaux mais non stériles. Donc beaucoup de matériel utilisé, par exemple au bloc opératoire, peuvent aussi être passés dans ce budget des frais variables. Voilà.
Et est-ce que vous avez une idée de la proportion des médicaments dans ce budget des frais variables? Alors, moi j'ai la connaissance pour notre établissement, hein, il faut aussi en plus faire la part des choses au niveau des médicaments. Il y a deux types de dépenses en termes de médicaments. Il y a les médicaments qui sont utilisés au sein de l'hôpital, donc Mhm. avec une usage intra-hospitalier. Dans notre hôpital, on est à peu près à 28 millions d'euros de médicaments. Et puis on a ce qu'on délivre aux patients extra-hospitaliers, là il va y avoir pour le coup un remboursement, où on est à une dépense de 35 millions d'euros. Je pense que je dois avoir voilà, les données qui sont sur cette slide. Donc vous voyez qu'effectivement, ça c'est sur l'année 2020. Donc nous avons dépensé pour 28 millions d'euros en médicaments intra-hospitaliers et pour 31 millions, presque 32 millions en extra-hospitaliers. Et là par contre pour ces médicaments-là, qui ne sont pas repris dans le budget, là on est bien sur un remboursement. Ah oui, ok. C'est-à-dire Et que donc ils ne sont pas dans ces frais variables que non, vous venez ils de ne nous sont pas expliquer. très variables, ils sont justement remboursés par la Caisse nationale de santé par rapport au prix ex-usine au premier jour du mois. Voilà. Mais vous voyez que on parle à peu près une cinquantaine de molécules pour un budget de 30, une dépense de 32 millions d'euros, alors que sur notre formulaire thérapeutique au CHL, nous avons à peu près 1500 médicaments Mhm. inscrits pour 28 millions d'euros. Oui. Donc on est sur des proportions qui ont vraiment rien à voir. Et quand j'ai commencé à travailler au Luxembourg, donc en 2009, je dirais la dépense de médicaments extra-hospitaliers était d'environ 1 million d'euros. Ouais. Donc il y a eu une vraie évolution. évolution sur les 10 dernières années. Pour ce qui est des dispositifs Et médicaux, cette on a des évolution, elle est amenée à perdurer, elle est amenée à continuer dans ce sens. Quel est votre Ça, ressenti par rapport à ça? je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que on est sur ce type de médicaments, sur des médicaments particuliers, sur des médicaments innovants, dans certains types de prise en charge. Hein, donc sont présents dans cette liste des médicaments, des anticancéreux. On a aussi tous les antirétroviraux. Il faut savoir que nous, on a à peu près, comme on est le Centre national de maladies infectieuses, on délivre tous les antirétroviraux de quasiment la totalité des patients du Luxembourg, et c'est à peu près 5 millions d'euros. Voilà. Mais on retrouve aussi beaucoup de médicaments orphelins pour des maladies rares, où il y a peu de patients, mais effectivement, la dépense pour la prise en charge de leur traitement est relativement importante. Donc je pense que oui, ça va continuer à évoluer dans les prochaines années. Merci. Alors, la slide est un peu floue puisque j'ai repris ce graphique de la CNS. En fait, ça montre un peu l'évolution justement de l'enveloppe budgétaire globale sur les 10 dernières années, avec finalement, vous voyez à chaque fois ce qui est accordé par le gouvernement, puisque c'est finalement le gouvernement qui propose cette enveloppe budgétaire, mais sur une recommandation de la Caisse nationale de santé, puisque c'est quand même elle qui va payer. Donc il y a, vous voyez, souvent un gap Oui. entre ce qui est proposé par la CNS et ce qui est in fine donné par le gouvernement. Pour 2021-2022, on est effectivement donc pour l'instant sur des propositions qui ont été faites, mais on est sur 1,2 milliard pour l'année 2021 et puis 1,3 pour 2022. Voilà. Est-ce que vous avez une idée si les médicaments suivent le même trend ou prennent une proportion différente? Alors, c'est un peu compliqué à répondre à cette question parce que on a aussi dans le mode de financement des médicaments à l'hôpital un peu fait évoluer les choses. C'est-à-dire que pendant des années, donc tout rentrait dans cette fameuse enveloppe des frais variables, quel que soit le coût unitaire du médicament. Donc aussi bien un comprimé qui peut coûter 0,01 euro à côté d'un flacon qui peut avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sauf que du coup, effectivement, par exemple, pour un établissement comme le mien, on prend en charge beaucoup de pathologies rares. On a notamment la Canner Clinic, qui est la prise en charge des patients pédiatriques. Et pour un enfant, on peut avoir un traitement qui dépasse les 100 000 euros par an. Et pendant des années, ce coût de traitement était pris dans le budget du CHL.
mais c'était un petit peu ça permettait un déséquilibre par rapport aux autres établissements qui n'avaient pas ce type de dépenses. Et comme il y a toujours aussi une comparaison entre les établissements, parce qu'on parle bien d'une enveloppe budgétaire globale, donc d'un gâteau qu'il faut se partager. Donc si vous avez un qui est plus gourmand que les autres, bah forcément la part des autres diminue. Donc effectivement, nous avions besoin de rappeler qu'il y avait des spécificités au CHL, avec notamment le fait qu'on ait des services nationaux, certaines activités que les autres n'ont pas, avec du coup des dépenses exceptionnelles que les autres n'ont pas. Et donc on a obtenu, il y a maintenant 2 ans, le fait de pouvoir rembourser des médicaments, donc rembourser, là pour le coup je dis bien rembourser, des médicaments qui sont à un coût supérieur à 100 000 euros par patient et par an. Ce qui fait qu'on a à peu près pour 5 à 6 millions d'euros de notre enveloppe habituelle qui est sortie du jour au lendemain. Donc j'ai eu plutôt un impact de décroissance du budget des médicaments, mais parce que c'est pour un jeu finalement de prise en charge. Mais c'est propre au CHL. C'est propre au CHL. En réalité, il y a quand même une croissance des dépenses de médicaments, mais elle n'est pas aussi importante que l'évolution du budget global. Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans le budget, notamment des effets liés au salaire du personnel qui évolue et un certain nombre de choses. Voilà. Merci. Et nous travaillons justement à essayer de négocier ces médicaments pour justement faire en sorte que malgré les innovations thérapeutiques, malgré les coûts de traitement qui pour certains sont plus importants, eh bien on puisse maintenir notre budget à flot. Alors, pour un peu plus décrire la budgétisation hospitalière, il faut savoir qu'elle est segmentée en réalité. Donc pour nous aider un peu à mieux comprendre le fonctionnement de l'hôpital, eh bien en fait on l'a découpé un peu en tranches, si on peut parler comme ça, donc ce qu'on appelle une entité fonctionnelle qui correspond finalement à des regroupements géographiques au sein de l'établissement, et des regroupements de prise en charge, sinon. Donc voilà, tout ce qui est imagerie est regroupé, on va avoir tous les soins normaux ensemble, tous les soins intensifs, puisque finalement ils vont avoir à peu près le même mode de fonctionnement et donc des dépenses qui sont similaires. Et donc il y a une logique à les regrouper. Voilà. Et en fait, pour chacune de ces entités fonctionnelles, on va essayer de déterminer une activité et un coût par activité, donc par unité d'œuvre. Ok. C'est ce qu'on appelle les unités d'œuvre. Et dans ce coût par unité d'heure de l'activité, je reviens toujours avec mes questions, les médicaments, est-ce que ça inclut aussi le médicament ou... Tout à fait. Ça inclut le médicament, justement. Et donc, par exemple, on sait bien qu'en soins intensifs, on a souvent une dépense plus importante qu'en soins normaux, parce que les médicaments en soins intensifs sont souvent injectables, donc relativement plus chers, que dans les soins normaux, on est plus sur de la voie orale et sur des choses qui sont souvent moins coûteuses. Oui. Ce qui a un impact pas mal pour les médicaments, c'est les places de surveillance. Donc en fait, ce sont tous les hôpitaux de jour, donc pour lesquels finalement on va avoir des patients qui vont venir à l'hôpital mais en ambulatoire pour recevoir par exemple une cure de médicaments injectables pour lequel il est nécessaire d'avoir une surveillance par un professionnel de santé. Et souvent, ce sont des médicaments relativement chers aussi. Donc là, il y a un impact relativement important. Donc les soins normaux, les soins intensifs, les chimiothérapies, évidemment. Là, on retrouve tous les médicaments de chimio, donc tous ceux qui sont avec la classe ATC L01. Et puis, dans une moindre mesure, les soins palliatifs ou la radiologie, quoi. Alors, la budgétisation permet de prendre en charge quasiment la totalité des frais qui vont être, je dirais, concerner chaque patient. Le patient a très peu de choses à mettre en place pour pouvoir prendre en charge son hospitalisation. Donc en fait, il y a, selon la réglementation, quand même un coût par passage, on va dire, qui est selon si on est en hospitalisation stationnaire ou en ambulatoire, va être différent. Donc vous voyez, c'est 22,54 € par jour d'hospitalisation en stationnaire et 11 € à peu près par hospitalisation en soins ambulatoires. Et ça c'est fixé, et là par exemple ce sont les frais valables au 1er janvier 2020. Par contre, effectivement, si un patient demande à être présent en chambre individuelle, dans ce qu'on appelle la première classe, là, il va y avoir donc des coûts afférents qui seront à sa charge. Voilà. Et donc là, c'est souvent à ce moment-là que les mutuelles, les prises en charge complémentaires vont agir.
Et là, je vois révision souhaitée par le nouveau gouvernement. Oui, ça c'était effectivement, donc dans le cadre du programme de coalition, il y avait une volonté de réformer ce système de première classe. Euh, je ne sais pas actuellement où ils en sont dans leur réflexion. Je sais que c'était souhaité à la mise en place du gouvernement en 2018. Bon, il y a eu aussi la crise qui est passée par là, donc pour l'instant je ne sais pas ce qu'il en est et si ça va perdurer et combien de temps. Parfait. Alors, dans justement ce programme gouvernemental, il y avait aussi d'autres éléments qui concernaient la budgétisation hospitalière. C'était finalement d'aller vers un financement à l'activité, comme ça peut exister dans certains autres pays. Mais pour pouvoir avoir ce financement à l'activité, il faut une documentation hospitalière qui soit beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée. Et donc, effectivement, il faut que cette documentation soit améliorée avant la mise en place de ce financement. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui par rapport à la documentation existante pour que ce financement à l'activité, très concrètement, puisse avoir lieu? Donc effectivement, il y a depuis quelques années donc, la mise en place des médecins DIM, qui sont ces médecins qui vont pouvoir avoir une vue sur l'activité des médecins et pouvoir codifier cette activité, donc transcrire ce qui se passe réellement en un code qui va pouvoir permettre de faire des benchmarks, de faire des analyses. Néanmoins, c'est quelque chose qui prend du temps à toucher finalement 100% de l'activité médicale. Et donc, voilà, c'est le temps en fait, qui doit jouer. Et donc, voilà, il faut encore un petit peu de temps avant de passer à un financement à l'activité. Donc, je vous l'ai dit, on est dans notre budget 2021-2022. Je ne sais pas si on sera prêt à faire un financement à l'activité en 2023. Oui. Je ne pense pas. Et donc, ça nous amène en 2025. Exactement. Alors, par rapport à tout cela, quel est le rôle du pharmacien hospitalier, Donc, il faut savoir que le rôle du pharmacien hospitalier au Luxembourg, il est réglementé. On a un règlement grand-ducal qui donne nos attributions. Il faut savoir qu'on a une mission qui est relativement large au sein de l'hôpital, ce qui d'ailleurs fait le charme de ce métier, c'est qu'on est sur quelque chose il y a beaucoup de facettes à ce métier, puisqu'on part de l'achat, et d'ailleurs vous voyez bien que c'est écrit, c'est-à-dire que l'acheteur, c'est un pharmacien. Ça, j'insiste toujours là-dessus parce que on ne peut pas mettre un acheteur lambda pour acheter des produits pharmaceutiques. Ça n'est pas la même chose que d'acheter effectivement du papier toilette ou des sacs poubelles. Donc je pense que, et vous allez le voir un peu plus loin dans ma présentation, l'achat, c'est pas uniquement je passe commande, c'est effectivement déterminer le besoin avec les premiers concernés qui sont les médecins, et puis de mettre en place les procédures d'achat qui vont permettre d'avoir le meilleur produit au prix le plus juste. Ça, c'est ça un peu notre objectif. Et la discussion avec les firmes pharmaceutiques fait partie intégrante de ce processus. Nous avons à discuter, et on est des partenaires justement par rapport à l'acquisition de produits pharmaceutiques. Donc une fois qu'on l'a acheté, bien évidemment, il va falloir le stocker, le conserver, le préparer, le délivrer. Et puis bien évidemment, on parle souvent du médicament, mais ça concerne tous les produits pharmaceutiques. Et les premiers d'entre eux, ce sont les dispositifs médicaux stériles, qui sont vraiment l'autre grande catégorie de produits que l'on gère à l'hôpital. Donc voilà la fameuse liste. Voilà. Au sein de l'hôpital, eh bien, effectivement, on doit distribuer ces médicaments et vous voyez qu'on a déjà une contrainte par la loi qui est que cette distribution doit être sûre, ce qui paraît assez logique, mais économique. Donc déjà, dans la loi, on nous précise que finalement, on doit avoir une vue sur ce qu'on va distribuer en termes de dépenses. Et efficace, ça fait du sens aussi. Mais voilà, c'est écrit mot pour mot comme ça dans la réglementation. Et puis bien évidemment, on doit assurer la traçabilité la plus satisfaisante possible par rapport à finalement la surveillance des traitements et des activités qui peuvent avoir liées à la pharmacovigilance ou à la matériovigilance, quelque chose qui peut nous occuper. Et c'est notre objectif de s'assurer que depuis l'entrée de marchandises jusqu'à finalement la délivrance au patient, l'administration au patient, eh bien on ait une vue claire et nette de ce qui s'est passé pour le parcours du médicament. Une chose dont je suis assez content, parce que j'ai beaucoup œuvré pour obtenir cette mention dans la loi, donc ça c'est paru dans la loi du 8 mars 2018, c'est le fait que maintenant
officiellement au Luxembourg, ce qui est une mini-révolution quand on regarde aussi vis-à-vis d'autres pays européens, c'est de rentrer la notion de pharmacie clinique. C'est-à-dire que là, il est mis noir sur blanc dans la réglementation que le pharmacien organise une activité de pharmacie clinique. Alors la pharmacie clinique, c'est quoi? C'est l'idée d'aller mettre les compétences pharmaceutiques, non pas au sous-sol où on est souvent cantonné, mais dans les services, au plus près des patients et avec les équipes médico-soignantes. Et en fait, on fait maintenant beaucoup plus partie de la team qui prend en charge le patient. Et l'idée, c'est pas de mettre une sorte de policier qui va venir juger de ce qu'a prescrit le médecin. Il ne faut pas le voir comme ça. Souvent, on a eu des débats justement avec le corps médical qui ne voyait pas forcément d'un bon œil qu'un pharmacien vienne sur son territoire un peu regarder dans ses dossiers, etc. Je pense que ça, c'est une idée passéiste de ce qu'est la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est l'idée de mettre des compétences au service d'eux. Et bien sûr, en association avec les compétences médicales et les compétences soignantes. L'objectif étant d'optimiser la thérapeutique et donc de permettre finalement un choix optimal et donc une prise en charge de qualité. Je comprends bien tout l'intérêt pour le patient, pour le pharmacien, pour le corps médical. Quelles vont être l'implication concrète pour les membres de l'APL de cette volonté d'avoir davantage cette pharmacie clinique présente? Je pense qu'encore une fois, c'est dans la question du partenariat. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse avec une firme pharmaceutique, c'est ce qu'elle va m'apporter comme savoir par rapport à ces produits, pour qu'il y ait la meilleure prise en charge, la meilleure utilisation, la meilleure administration, la meilleure surveillance, d'analyser ce que ça peut avoir comme conséquence d'administrer tel médicament avec tel autre, et comment le pharmacien peut être un vecteur de cette information pour améliorer la prise en charge. Je pense qu'on doit être dans une logique de se dire notre objectif, c'est d'optimiser la prise en charge. Alors, oui. Deuxième grand point. Un autre grand sujet, c'est justement, je vous l'ai dit, une des premières missions du pharmacien, c'est d'acheter les médicaments. Pour acheter ces médicaments, on a plusieurs outils et on doit se mettre aussi en respect d'un certain nombre de réglementations, et notamment la réglementation sur les marchés publics, qui est une réglementation européenne, donc c'est pas luxembourgeois, c'est vraiment quelque chose qui a lieu sur l'ensemble du territoire européen, et l'objectif, il est assez clair, c'est la liberté d'accès à la commande publique, puisque je vous l'ai dit, l'enveloppe budgétaire, elle est bien financée elle est décidée par le gouvernement et financée par la Caisse nationale de santé avec nos cotisations. Donc c'est quelque chose qui est public. L'égalité de traitement des différents candidats, et ça j'y tiens beaucoup parce que là aussi, il y a, pendant des années avant que j'arrive, on était sur ce qu'on appelle le Gentleman Agreement. Alors c'est assez sexy comme terme, on se dit oui, voilà, les gentlemen, ce sont des gens bien élevés qui travaillent ensemble, qui vont comprendre leurs intérêts respectifs et qui vont créer un partenariat sûr et durable. Sauf qu'en réalité, souvent les gentleman agreements se terminent pas de façon très correcte, soit parce que l'un a dit que finalement ça l'intéressait plus de vendre au Luxembourg, ou le Luxembourg a trouvé un autre gentleman avec lequel discuter et finalement abandonne le premier, et ça c'était pas possible. Donc il faut un certain cadre, et l'idée c'est d'avoir, et la réglementation du marché public c'est de donner un cadre qui permet justement d'avoir cette égalité de traitement des fournisseurs, l'accès à la commande publique et la transparence des procédures. Parce que le gentleman agreement, il n'y a rien de plus opaque qu'un gentleman agreement. Au sein de l'association, on a notre code de déontologie et on est tout à fait, on partage tout à fait cet avis qu'il faut être transparent, qu'il faut être ouvert, et ces gentleman agreements du passé ne font plus partie. Les pratiques ont évolué aussi au sein de l'industrie avec ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, et c'est une excellente chose pour le patient et pour tout ce secteur, je pense. Et du coup, pour nous, en tant qu'acheteur, c'est aussi une certaine sécurité juridique, puisque effectivement le contrat nous donne un certain nombre de sécurités, et aussi une sécurité, on va y venir, de l'approvisionnement, parce que ça c'est un point sur lequel on doit aussi améliorer, et puis une sécurité aussi économique. En tout cas, le choix, il est fait avec une connaissance du prix et sur une période donnée. Donc ça donne une sécurité
économiques, et ça nous aide aussi à faire des prévisions par rapport à notre budgétisation future. Avant que vous ne changiez de slide, vous avez parlé en introduction du CHL, vous avez parlé du rôle du pharmacien hospitalier en matière d'achat. Comment est-ce que ça fonctionne en termes de marché public Alors, ça va venir justement dans les slides suivantes, c'est-à-dire qu'on travaille justement là au sein de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Parce que c'est important aussi que si on parle d'un marché public, c'est pas chaque établissement qui va faire son petit marché dans son coin. L'idée, c'est aussi de mutualiser les forces, les moyens, et puis c'est beaucoup plus attractif aussi pour une firme d'avoir, on sait que c'est la commande publique, mais nationale. Ça n'a rien à voir que si c'est jamais chaque établissement qui le fait dans son coin. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler tous ensemble pour déterminer les produits pour lesquels ça fait du sens d'acheter en commun, puisque soit on les achète tous, ou soit ils ont un chiffre d'affaires extrêmement important, et on va passer la procédure à un niveau national, via la FHL, où on a un service juridique qui va nous permettre d'avoir des documents qui sont en règle avec la réglementation des marchés publics. Donc on a commencé il y a maintenant plusieurs années, puisque finalement on a depuis 2006 mis en place un comité du pilotage de l'achat en commun. Donc ça concerne l'achat de médicaments, mais aussi d'autres types d'achats, type de tout ce qui est aussi appareil biomédical et un certain nombre de dispositifs aussi non médicaux, etc. Donc qui sont achetés par ce biais-là. Et nous avons mis en place un certain nombre d'appels d'offres et de marchés négociés en fonction de la typologie des produits depuis une dizaine d'années. Donc je vous l'ai dit, c'est mutualiser les efforts et les moyens, c'est l'effet volume, parce que ça a aussi un côté plus important et plus intéressant. C'est une coopération hospitalière, et ça, je crois que c'est quand même une des forces du Luxembourg, c'est que on est petit, mais on coopère les uns avec les autres. Et on est relativement pragmatique, donc on sait aussi chaque fois que ça fait du sens de travailler les uns avec les autres. Et ça, je trouve que ça c'est une très bonne chose. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, le cadre réglementaire, il est totalement adapté. Alors, le rôle du pharmacien, je vous l'ai dit, c'est de discuter aussi avec les médecins. Et ça, c'est souvent ce que les firmes pharmaceutiques ne comprennent pas bien. Et j'ai toujours... certaines firmes pharmaceutiques ont le sentiment que c'est à elles de faire le messager entre le médecin et le pharmacien. Alors ça, souvent ça me fâche, parce que clairement, un pharmacien n'a pas besoin d'une firme pharmaceutique pour discuter avec un médecin. Et heureusement, sinon on aurait un problème. On doit, en tant que pharmacien, travailler en bonne coopération avec les médecins pour comprendre leurs choix, leurs souhaits, leurs pratiques, et définir avec eux, c'est pas juste eux qui décident, c'est définir avec eux ce qui va répondre le mieux à leurs besoins. Et pour ça, on a ce qu'on appelle une entité qui est le comité médico-pharmaceutique, donc le CMP, qui est un regroupement de médecins, de pharmaciens, et on a aussi quelques personnels soignants qui sont présents, pour décider finalement qu'est-ce qui doit être dans l'hôpital et qu'est-ce qui ne va pas dans l'hôpital. Donc qu'est-ce qui va être inscrit au formulaire thérapeutique et qu'est-ce qui sera pris en charge par le budget hospitalier. Est-ce que je peux vous interrompre sur le CMP? Est-ce qu'il est générique pour tout type de pathologie, ou est-ce que vous avez des CMP avec des invités, je veux dire, ou des participants, ou des CMP par rapport à certaines... En fait, on a un comité médico-pharmaceutique pour l'institution. Alors, en l'occurrence pour le CHL, comme je suis aussi la pharmacie pour d'autres institutions plus petites, eh bien en fait c'est un comité qui est aussi pour ces petites institutions, ou ces institutions spécialisées plutôt, et nous traitons de l'ensemble des médicaments au sein de ce comité. Néanmoins, quand on a des dossiers particuliers, on peut faire des groupes de travail plus spécifiques. Quand on veut réviser une classe, par exemple, de médicaments, on va appeler tous les experts de cela. C'est ce groupe de travail qui fait ces propositions, mais elles sont validées par le comité médico-pharmaceutique. Il faut savoir que le comité médico-pharmaceutique, il est inscrit dans la loi, dans la réglementation. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est pas optionnel. Mais c'est un vrai forum de discussion sur est-ce que l'on retient ce médicament, est-ce qu'on l'inscrit, est-ce qu'on le retire du formulaire thérapeutique, et si on l'inscrit, sur quels critères. C'est pas je dis je le veux.
je veux et j'exige. On en revient au Voilà. gentleman Voilà. agreement. Donc c'est l'idée que il faut que ça réponde à un besoin hospitalier. Hein, ou que ça réponde à la volonté d'un certain type de prise en charge. Donc il y a une discussion qui doit se faire, mais c'est pas parce qu'il y a tel nouveau médicament qui vient d'arriver que d'office il va être utilisé à l'hôpital. Il y a ce forum qui va discuter et qui tient compte d'un certain nombre de critères et qui peut aussi tenir compte du critère prix. Même si, à ma connaissance, en tout cas, je ne connais pas de CMP qui a dit on ne le retient pas parce que c'est trop cher. Ça, je n'ai pas entendu. Mais après, ça va être le job du pharmacien d'aller le négocier. Hein. Donc voilà, c'est ça, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc effectivement, c'est la constitution du formulaire thérapeutique qui finalement est la liste des médicaments qui sont en permanence disponibles dans l'hôpital et qui sont sélectionnés de manière raisonnée et économiquement justifiée. Donc là aussi, cette phrase-là, je ne l'ai pas inventée, c'est un extrait de la loi. Hein. Voilà. Alors, autre élément extrêmement important et sur lequel souvent peut-être certaines firmes aiment bien jouer, parce que finalement au Luxembourg il y a la notion de liberté thérapeutique qui est intéressante et qui est importante et sur laquelle il est important de pas revenir en arrière parce que ça apporte une vraie possibilité pour le médecin mais surtout pour le patient, c'est ça qui est très important. Donc les médecins sont libres de leurs prescriptions. Ça c'est très important puisque finalement c'est celles qu'ils estiment les plus appropriées en la circonstance. C'est-à-dire que le médecin fait la balance bénéfice-risque. C'est lui qui est face à son patient, qui a tous les éléments, qui a tous les ingrédients et qui doit essayer de trouver la meilleure recette. Donc ça, il est évident que c'est à lui d'avoir sa liberté thérapeutique parce qu'il est confronté à toutes ces informations et il a une obligation de moyens. Donc c'est quand même important et il a une responsabilité importante. Donc la liberté thérapeutique, elle est le corollaire de sa responsabilité médicale. Donc ça, je pense que c'est très important. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas qu'il est seul. Hein, et qu'il n'a, quand il a fait le choix de travailler dans un établissement hospitalier, c'est une structure, c'est une institution. Il y a un certain nombre de choses. Il n'est pas tout seul dans son cabinet à décider seul de ce qui se passe. Donc, il est évident qu'il y a un équilibre à trouver entre cette liberté thérapeutique et la notion de déterminer une politique du médicament, par exemple, dans un établissement hospitalier. Donc, il faut trouver le juste équilibre et ça ne peut se trouver que dans une discussion saine, régulière, entre pharmaciens et médecins et corps médical. Donc, rechercher le consensus. Et ça, au Luxembourg, on est assez fort pour ça, puisque finalement, on sait quand même trouver les intérêts des uns et des autres, et donc établir le meilleur équilibre et retenir la meilleure solution. J'aime bien citer cette anecdote parce que c'est pour vous montrer justement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, j'ai été formé, j'ai fait mon internat à Paris, j'ai été dans des grands établissements hospitaliers français et il y avait une certaine habitude de travailler ensemble. On faisait notre internat ensemble, on était avec les médecins et donc voilà. Donc j'étais pas le petit pharmacien qui se cache devant le grand médecin. Ça, c'était pas comme ça que c'était construit. Et du coup, quand j'ai commencé à être chef de service à la pharmacie du CHL, j'ai quand même pris des décisions, mais qui ont pour certains un peu heurté les habitudes. Et un jour, je reçois un message assez corsé d'un médecin, parce qu'ils aiment bien écrire des mails dans ce genre de situation, et avec le médecin qui m'a écrit ce premier paragraphe, qui me rappelait bien qu'il était libre de ses prescriptions, donc ils insistent sur ce fameuse liberté thérapeutique, et qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Voilà. Et donc, il n'est dit nulle part que c'est le pharmacien ou le ministère qui limite ses prescriptions à ce qui est utile et nécessaire. Alors là, c'est une légère interprétation en réalité, c'est ce que j'ai bien aimé dans le fait que le directeur médical, puisqu'il faut savoir que le pharmacien fait partie aussi de la direction médicale, donc on est dans un même team, a bien rappelé que oui, il était libre, etc., mais qu'il y avait quand même une limitation dans cette liberté qui était quand même de prescrire ce qui était utile et nécessaire. Et l'utile et nécessaire était en partie déterminé par le comité médico-pharmaceutique. Mais cette notion, elle se retrouve à la fois dans les hôpitaux, mais elle se retrouve aussi dans le retail et dans les présentations qui nous ont été faites. Exactement. Et donc je pense que c'est un équilibre, c'est-à-dire que le médecin ne peut pas toujours se cacher juste derrière la liberté thérapeutique, mais qui est essentielle et je ne la remets absolument pas en compte. Alors par rapport au choix que nous on va faire, une fois qu'on a décidé avec les médecins qu'est-ce qui allait répondre le mieux à leurs besoins, il faut des critères qui ne sont pas uniquement économiques. Parce
Comme je vous l'ai dit, on est en train d'acheter du papier toilette. Mhm. Donc on a des critères qualitatifs qui vont nous permettre d'affiner notre choix et donc de retenir le produit le mieux disant, c'est-à-dire avec la meilleure qualité-prix. Donc on a différents critères qui peuvent avoir lieu, qui peuvent tenir compte bien sûr au produit même, mais aussi au fournisseur, c'est-à-dire sa qualité à approvisionner le marché, donc tous les aspects logistiques vont être regardés, et puis aussi éventuellement les prestations associées que ce fournisseur va pouvoir apporter à nos hôpitaux, nos médecins, nos pharmaciens. Donc tous ces éléments-là sont précisés dans notre cahier des charges et le candidat qui souhaite participer à notre appel d'offres, sait sur quels critères son produit va être jugé. Espèce de know your customer. Exactement. Et on met même la pondération, c'est-à-dire qu'il sait quel point sera donné à chaque critère. Donc il peut déjà faire sa propre analyse sur comment il s'y situe. Voilà. La seule chose que nous, on ignore, c'est quel prix il va nous proposer. C'est toujours ça, le seul élément dont on ignore. Mais c'est un processus qui marche, c'est un processus qui est des fois jugé comme étant très lourd, très administratif, mais je crois qu'il faut vraiment le voir par rapport aux 3 critères que je vous avais dit, c'est véritablement la liberté d'accès à la commande publique et puis l'égalité de traitement des fournisseurs. Et même si on a un historique très fort avec un fournisseur, à partir du moment où il y a de la concurrence qui arrive, il ne peut pas juste revendiquer parce qu'il a toujours été là et qu'il a été le premier. On peut trouver une période de transition, mais à un moment ou à un autre, il sait qu'il n'est plus seul sur le terrain. Donc on est obligé d'en tenir compte. Voilà. Est-ce que ça génère certaines difficultés? Est-ce que, en matière d'approvisionnement, est-ce que vous avez tous les fournisseurs qui répondent systématiquement aux appels d'offres? Et qu'en est-il? Alors non, ça effectivement, c'est clair qu'il y a des fois des situations où une société a décidé de ne pas répondre parce qu'elle a fait sa propre balance bénéfice-risque et elle a estimé qu'elle avait peut-être trop d'efforts à faire pour peut-être un risque trop important de perdre le marché. Donc à la limite, autant ne pas jouer et autant ne pas répondre plutôt que de prendre le risque de finalement de se faire évincer du marché. Donc effectivement, il y a certaines sociétés. Alors, ce qui est toujours paradoxal, c'est des marchés qui sont donc réguliers, puisqu'on est sur des périodes de 1, 2 ans, 3 ans, donc le marché revient. Et ce qui avait été fait une première fois peut être totalement différent la deuxième fois. C'est-à-dire, j'y ai pas répondu, puis finalement, j'ai envie quand même de revenir. Alors, il y a des décisions stratégiques qui appartiennent aux firmes, je ne les connais pas forcément, mais c'est pas un long fleuve tranquille sur lequel on peut absolument tout prévoir et anticiper. Est-ce qu'il y a eu des worst case scénarios où il n'y a pas eu de réponse? Non, ça n'est jamais arrivé. Alors, non, c'est faux. C'est-à-dire que dans des appels d'offres, il peut y avoir certains lots où il n'y a aucune réponse, mais on est sur certains lots qui ont une importance, on va dire, limitée. Et bien, à ce moment-là, on regarde, on retourne vers le fournisseur, historique pour le coup, et on renégocie avec lui. Voilà. Mais le worst case, par contre, c'est le jour où finalement, il n'y a plus de produits enregistrés au Luxembourg. Ça, c'est le worst case. Et ça, c'est absolument ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une régularité dans les marchés et que tout n'est pas d'ailleurs en même temps. C'est-à-dire qu'on n'achète pas 100% de nos médicaments au 1er janvier pour les 2 ans à venir. Il y a aussi une rotation dans les marchés aussi pour permettre aussi, un coup on gagne, un coup on perd. Et donc il y a aussi cette rythmique-là qui est mise en place pour pas aussi de dissuader en disant maintenant j'ai perdu, je quitte le Luxembourg. C'est pas l'objectif. C'est absolument pas l'objectif. Notre objectif, c'est de travailler avec des médicaments qui sont dûment enregistrés au Luxembourg. Et ça, c'est justement le travail de la commission d'experts. En fait, je l'appelle toujours commission d'enregistrement, mais son vrai nom, c'est la commission d'experts. Je pense que le docteur Anacchiotti vous en a déjà parlé. Donc, qui est aussi reprise dans la réglementation luxembourgeoise, qui réunit un certain nombre d'experts autour de la table pour déterminer les critères de commercialisation de médicaments qui souhaitent être enregistrés au Luxembourg. Voilà. Et dans ces critères de commercialisation, on va décider est-ce que c'est sur ordonnance ou pas sur ordonnance, est-ce que c'est une ordonnance renouvelable ou pas renouvelable, et puis on va décider aussi
où c'est administré, ou qui peut le prescrire, ou qui peut le dispenser. Donc on a différents statuts qui sont à notre disposition pour pouvoir, selon ce qui nous est fourni dans le dossier par le titulaire de l'AMM, et ce qui est écrit dans le RCP, parce que c'est quand même surtout ça qui nous permet de juger si effectivement c'est un médicament qui va être réservé à l'usage hospitalier, c'est-à-dire que le médicament doit être, enfin le patient doit être hospitalisé, alors en stationnaire ou en ambulatoire, mais ça veut dire qu'il est physiquement présent dans l'hôpital pour recevoir le médicament. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu, question tout à fait ouverte, un conflit d'intérêts en étant à la fois juge et partie? En fait, non, parce que le jugement se fait par rapport à ce qui nous est fourni par la firme pharmaceutique. La firme pharmaceutique, elle est obligée, dans son plan de développement et lorsqu'elle demande son autorisation de mise sur le marché, elle a une notice scientifique, un RCP dans lequel ils sont notés toutes les consignes d'utilisation du médicament. D'ailleurs, souvent, les éléments sont repris mot pour mot. On a des firmes qui vont décider, ce médicament ne peut être prescrit que par un médicament ayant l'expérience de. À partir du moment où on a cette mention, là, on va être dans un C, donc le statut C. Quand on nous dit il est nécessaire de disposer d'un service de réanimation, bien là c'est du H, on n'a pas le choix, c'est un statut H. À partir du moment où on est sur quelque chose d'extrêmement rare, de compliqué dans le management avec des croissances de doses ou des décroissances de doses, qu'il y a une régularité vis-à-vis de la délivrance qu'il doit y avoir d'un médicament relativement innovant, on préfère effectivement utiliser ce qu'on appelle la délivrance exclusivement hospitalière, donc le fameux D, parce que on limite, au lieu de délivrer sur 100 pharmacies, eh bien on va le délivrer dans 4 pharmacies plus spécialisées qui vont avoir une meilleure connaissance du produit et donc délivrer ce médicament de façon plus sûre et plus efficace. Parce que c'est ça l'objectif. Moi, j'ai développé dans mon hôpital une vraie zone de dispensation où ce n'est pas un comptoir, c'est un bureau de dispensation dans lequel vous avez le patient qui se met en position déjà assise, qui est là pour entendre des conseils, pour apprendre sur ce médicament. On peut faire de l'éducation thérapeutique, on peut faire un certain nombre de choses, et on est dans un environnement confidentiel, dédié 100% à une délivrance de médicaments spécifiques, parce que c'est ça qui est assez important. Et donc une information aussi peut-être plus pointue sur 4 centres que sur 100 centres, c'est ça que vous nous dites. C'est surtout que c'est plus pointu dans la mesure où en fait on a un nombre limité de molécules et de domaines d'ailleurs qui sont concernés. Puisque du coup, je vous l'ai dit, c'est une 50aine de molécules, on n'est pas sur tout ce qui est inscrit, je ne sais plus combien il y a de codes ATC dans la base des médicaments enregistrés au Luxembourg, mais c'est énorme. Donc on peut bien comprendre la différence entre quelqu'un qui doit délivrer un très grand nombre de molécules et un qui se spécialise dans des domaines pointus spécifiques. Et c'est tout à fait logique. Et tous les pays du monde, européens peut-être pas tous les pays du monde, mais tous les pays européens ont cette délivrance hospitalière exclusive. On a par exemple certains produits qui ont une double délivrance, c'est-à-dire que, et ça c'est aussi dans beaucoup de pays, par exemple les antirétroviraux, je vous l'ai dit, on délivre quasiment la totalité des traitements. En réalité, c'est aussi pour une question de confidentialité, d'environnement, en lien avec un service dédié, puisque finalement vous avez le service de maladies infectieuses, donc il y a un service complet aussi pour le patient. Il a vu son médecin, il récupère son traitement spécifique dans un endroit confidentiel. Et du coup, voilà un peu notre objectif. Et évidemment, si on a un produit qui est extrêmement pointu, extrêmement spécifique. On a eu par exemple tous les produits pour lesquels il y a un risk management plan très spécifique, où vous devez vous assurer que le médecin a été formé, que vous avez des outils, etc. On peut comprendre qu'on veuille le limiter à 4 pharmacies qui s'engagent à faire ceci, plutôt qu'à le développer par 100. Il faut aussi voir aussi les moyens que nous avons aussi pour pouvoir aussi faire diffuser l'information, en sachant que c'est à vous, firme pharmaceutique aussi, de respecter ce risk management plan. Donc ça fait partie. Et puis de toute façon, certaines firmes aussi sont demandeuses à ce que ça soit délivré uniquement en pharmacie hospitalière.
Puis la dernière raison, ça va être aussi avoir aussi une cohérence dans un domaine précis. C'est-à-dire que si on dit que toutes les immunoglobulines sous-cutanées sont délivrées par la donc dès qu'il y en a une nouvelle, elle aura le même statut. C'est logique, même si la firme ne l'a pas demandé. C'est l'effet de cohérence, parce que vous n'allez pas dire au médecin, ah bah oui, mais si vous prescrivez cette immunoglobuline, c'est en ville, celle-ci, c'est à l'hôpital. Il faut aussi rester pragmatique et avoir quelque chose qui soit pratique. Par contre, un des statuts qui n'est pas utilisé pour le moment, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour pouvoir le faire, c'est ce qu'on appelle un médicament à prescription initiale hospitalière. Je pense que ça, c'est un statut qui a de l'avenir, sur lequel effectivement, on se dit que c'est un... ou ça pourrait être aussi initié par un spécialiste, mais renouvelé par un généraliste. Donc c'est l'idée qu'au démarrage du traitement, on a besoin de plus d'informations, on a besoin de plus de surveillance, on a besoin d'un suivi renforcé. Et puis, une fois qu'on a stabilisé le patient, qu'on a trouvé le bon dosage, etc., effectivement, on a un relais qui est fait par la ville. Mais il faut des outils. Parce que comment vous savez que vous êtes dans l'initiation, que vous n'êtes pas dans l'initiation, ça c'est quand même... Et puis c'est combien de temps l'initiation? Voilà, donc ça c'est des outils qui nous manquent aujourd'hui, mais sur lesquels on souhaite travailler. À vous entendre, il y a quand même pas mal de chantiers en cours, hein. On a vu au début avec le budget, etc. Est-ce que c'est une des priorités dans les chantiers en cours ou c'est ongoing Alors c'est pas, oui, c'est pas vous moi qui je sais suis pas, mais responsable de ça. Moi je contribue à travailler sur ces dossiers, mais je ne suis pas oui, voilà, vous n'avez pas, et je n'ai pas d'idée sur quand on va pouvoir le mettre en place. Je crois quand même qu'avec ce que l'on dispose aujourd'hui, on arrive à répondre à la plupart des situations. Il y a toujours des sujets qui sont sujets à débat, et de toute façon, une société peut toujours faire appel d'un statut qui lui est donné pour dire je ne comprends pas. Comme d'ailleurs, une société peut faire appel d'une décision qui est prise dans un marché public où on n'a pas été retenu, et on veut comprendre pourquoi on n'a pas été retenu ou pourquoi on a tel statut. On peut échanger, on a des éléments, on ne décide pas, tiens, je me suis levé ce matin, je veux que ça soit rondé. Et le coût du traitement ne rentre pas en jeu. Puisque nous ne connaissons pas le coût du traitement. Hein, il n'est pas, nous sommes sur la phase d'enregistrement, donc le prix n'est pas déterminé. Ou il est peut-être déterminé chez vous, mais nous ne le connaissons pas. Hein, donc on n'a pas de connaissance du prix. Donc le prix n'intervient pas. Et de toute façon, il n'interviendrait par rapport à quoi? C'est-à-dire que de toute façon, il est pris. Si la CNS décide de le prendre en charge, il sera pris en charge. Donc souvent, s'il est très coûteux, c'est souvent une prise en charge à 100%. Qu'elle soit en délivrance hospitalière ou en délivrance de ville. Et maintenant, si c'est, je vous l'ai dit aussi, avec les traitements qui sont supérieurs à 100 000 euros, ils sont H, mais il y aura aussi une prise en charge par la CNS. Donc, voilà. Mais je vous dis, les informations, on les puise dans ce que vous nous donnez. Ok. Voilà, donc vous aurez sur la présentation le détail aussi des critères qui nous permettent de juger donc, du statut. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Oui, une chose qui est importante, parce que c'est ça, à mon avis, qui entraîne beaucoup de questions chez vos membres, parce que pendant longtemps, je pense que ça ne leur posait aucun problème qu'il existe un statut D. Parce que l'avantage du statut D à l'époque, c'est que à partir du moment où il était donné, le médicament était enregistré, du coup commercialisé, et pris en charge. Maintenant, depuis février 2018, mais une prise en application qui était donc de septembre 2018, ces médicaments sont aussi inscrits sur ce qu'on appelle la liste positive. Donc la liste positive, c'est la fameuse liste de remboursement, avec le taux de remboursement. Ils seront pris à 100%, mais ils doivent être inscrits sur la liste positive. Donc, entre le moment où la commission d'experts donne son statut et le moment où il va être inscrit sur la liste positive, il y a maintenant un délai qui peut être jusqu'à 6 mois. Donc, il y a quelque chose qui vient un peu perturber ce qui de facto était plus rapide par le passé. Exactement. Donc, nous avons clairement dit que nous souhaitions que le délai soit le plus court possible parce que c'est aussi l'accès à de l'innovation, il faut être honnête. Et que derrière ça, il y a des patients qui attendent ce traitement. Voilà. Mais sachez aussi que dans d'autres pays, il y a d'autres outils qui permettent aussi, une fois que l'enregistrement est fait, de pouvoir quand même mettre à disposition en attendant une prise en charge par une caisse nationale de santé. Et donc,
Là aussi, c'est peut-être un travail à faire avec Vous vos parlez des membres. ATU et des AMNOC, par exemple. Exactement. Voilà. Donc l'idée d'avoir un dispositif qui a conscience de l'intérêt de cette molécule dans des maladies souvent rares ou très particulières et pour lesquelles en fait finalement les patients sont en attente de quelque chose et de ne finalement pas forcément attendre un dispositif administratif pour pouvoir essayer de trouver le moyen de le dispenser. On a su par le passé trouver Oui. des accords avec certains de vos membres pour pouvoir mettre à disposition des médicaments innovants jusqu'à ce que le produit soit inscrit sur la liste positive. C'est un sujet sur lequel on travaille avec les membres, pouvoir permettre aux patients luxembourgeois de disposer d'innovation le plus rapidement possible à travers de différents outils. Et on aura probablement l'occasion de vous partager cela. Et en tout cas, d'un point de vue général, nous sommes demandeurs d'avoir l'innovation. Et je pense que ça, c'est aussi une des grandes forces du Luxembourg, c'est qu'on sait quand même accueillir cette innovation relativement rapidement, et surtout si on regarde du côté belge. Je pense qu'on est quand même plus rapide, et c'est tout intérêt. On est capable de prendre en charge aussi des traitements relativement chers, même le temps que le prix soit exactement trouvé. C'est important. Mais c'est pour ça aussi que c'est toute une question d'équilibre. Aussi bien pour une prise en charge hospitalière, il est dans notre intérêt de gérer le budget au sens large, c'est-à-dire de pouvoir faire des économies sur certains médicaments pour pouvoir investir dans d'autres. Quand l'immunothérapie est arrivée, ça a eu un impact considérable sur les dépenses de l'hôpital, d'une année à l'autre. Et on savait que cette innovation allait arriver, mais on ne savait pas évaluer ce que ça allait avoir comme impact au niveau du budget. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes au courant de ces innovations qui vont arriver? Comment est-ce que nous, on pourrait travailler avec vous pour, dans ce cadre de ces innovations et permettre de les budgétiser, permettre de les intégrer dans votre comité médico-pharmaceutique et pour pouvoir permettre aux patients d'en bénéficier, parce que c'est ça le plus important. C'était effectivement quelque chose de très important pour nous et c'est l'anticipation. C'est d'essayer de travailler l'anticipation, ce qui n'est pas toujours facile. En plus, le calendrier des uns n'est pas forcément le calendrier des autres. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais moi, j'ai souvent sollicité auprès de vos membres l'idée que j'aimerais qu'ils me présentent leur pipeline pour essayer d'un peu avoir une vue sur ce qui va arriver dans les 2-3 ans. Je ne demande pas ce qui arrive à 10 ans parce que ça, c'est pas possible. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que c'est trop loin. Mon calendrier, là, il a besoin d'être plus court. Mais d'avoir une certaine vue et surtout de choses dont on est on a de fortes certitudes sur le fait qu'ils vont être commercialisés, mais aussi d'avoir une certaine engagement de vos sociétés sur, on estime ou on va demander tel prix, parce que si je n'ai pas le prix, c'est difficile aussi ou en tout cas une fourchette. Une fourchette, disons une fourchette, pour pouvoir se dire, ok, celui-là je le catégorise dans cette partie-là, et celui-là ce sera dans cette partie-là, et mais celui-là va venir à la place de celui-là, donc voilà, je peux essayer de m'organiser parce que je sais ce que ça représentait actuellement et je peux donc tout à fait voir ce que ça va entraîner en termes de surcoût, etc. Voilà, après, c'est toutes les études médico-économiques, pharmaco-économiques. C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ce genre de choses de façon poussée et de façon systématique, mais c'est très intéressant. Donc chaque fois qu'on peut en disposer, c'est une aide précieuse pour notre... Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'accès à Benelux A ou d'autres outils, je veux dire, de ce type d'initiative? À notre niveau de pharmacie hospitalière, non. On sait effectivement dans le Benelux A, puisque le luxe c'est pour Luxembourg, on sait qu'on est partie prenante. Maintenant, quel est notre investissement, ce que nous avons fait dans ce processus, je n'en ai pas à la connaissance. Je sais juste que là, très prochainement, on va disposer d'un des médicaments qui a été discuté dans ce contexte. Mais voilà, à l'accès anticipé à l'information, nous ne l'avons pas actuellement. Donc effectivement, s'il y a des moyens de pouvoir en disposer, ça peut être effectivement un intérêt majeur pour nous. Et c'est chaque fois des étapes de 2 ans, donc ici on en a parlé, et donc
les années paires, vous préparez En fait, pour les 2 années qui vont suivre. C'est cela. exactement. On est dans une logique d'essayer de regarder ce qu'on a fait, parce qu'on voilà, on regarde un peu dans le miroir, donc on regarde ce qu'on a fait les 2 années précédentes, on essaye d'anticiper l'arrivée de certaines molécules. On a dit, par exemple, sur les anticancéreux, on s'attend à avoir une progression de 10% par an pendant les 5 années à venir. Donc ça a été acté, ça a été précisé dans notre budget, et puis on le suit. On discute avec les firmes justement sur l'immunothérapie, sur quelles sont les nouvelles indications qui vont arriver dans les 6 mois à 1 an pour pouvoir vérifier si ces 10% vont être atteints ou pas. Donc on travaille, mais c'est vrai que c'est pas une science exacte, ça c'est clair. C'est du forecasting et on le revoit. Exactement, Voilà. exactement, tout à fait. Ça encore la catégorie. Et pour les médicaments enregistrés, vous savez que donc on a cette base, ce fichier CFIP dans lequel sont inscrits tous les médicaments et sont précisés effectivement le prix ex-usine, le prix public lorsqu'il est, c'est un médicament disponible en ville, la TVA pour les médicaments c'est de 3%, et puis le taux de prise en charge qui va varier de 40% à 80% à 100% en fonction du produit. Je vous ai parlé de la liste positive, donc ça je vais passer sur ces slides. La fameuse liste positive, donc avec les taux de remboursement, vous voyez, j'anticipe un peu. Et voilà. On arrive aux questions et réponses. Merci beaucoup, Monsieur Godillot, pour cette présentation qui est très claire, très large. J'ai un peu dépassé les questions que je vous avais présentées préalablement. J'espère que ça ne vous a pas embêté. Pas de problème, je suis là pour ça. Pour me permettre de vous embêter, non. Mais plus largement aussi, j'avais des questions par rapport au Covid. Il y a l'impact du Covid sur les hôpitaux en termes de charge de travail pour la pharmacie hospitalière, mais aussi en termes de budget. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous partager cela? Donc effectivement, le Covid est aussi passé par le Luxembourg et nous a fortement impacté sur toute l'année 2020. Donc d'abord d'un point de vue organisationnel chez nous, c'est clair que c'est quelque chose qui a été très très impactant. Ça nous a obligés à une réorganisation complète de notre fonctionnement, et je dois dire que ça s'est même très bien passé. L'autre chose, et justement je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la coopération. Ce qui a été une des clés du succès chez nous, c'est la coopération entre les différents acteurs. Là, le fait d'avoir une taille encore humaine fait qu'on a pu se collaborer avec les autorités, avec les autres pharmacies pour essayer d'obtenir les produits pharmaceutiques, les équipements de protection individuelle, etc. Effectivement, pour le budget, là, il y a eu un déséquilibre total parce qu'effectivement, pendant le lockdown, plus aucune activité, je dirais, chirurgicale, programmée, donc c'est toute une activité qui se met en sommeil, donc des dépenses qui ne se font pas aussi, il faut être honnête, mais à l'inverse, il y a toute une réorganisation des services de soins normaux, de soins intensifs, avec notamment un habillage qui devient complètement différent. On a, sur les équipements de protection individuelle, sur l'année 2020, dépensé 1 million d'euros contre quelque chose qui ne dépassait pas les 100 000 euros les années précédentes. Donc vous voyez l'impact considérable que ça peut avoir, et finalement des dépenses qui se font dans des entités fonctionnelles où ça n'était pas... finalement le bloc a moins dépensé en réalité, mais on a des soins normaux et des soins intensifs qui ont clairement augmenté. Donc l'année 2020 est une année qui va être difficile de prendre en compte parce qu'elle perturbe tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur l'année 2020 pour pouvoir prévoir les prochains budgets. Donc dans les négociations, bien évidemment, on négocie avec la CNS pour avoir de la prise en charge de ces dépenses exceptionnelles, mais on doit aussi faire en partie abstraction de ce qui s'est passé pour pouvoir aussi prévoir les prochains budgets. Alors, est-ce que dans les prochains budgets, il y aura une enveloppe dédiée à une future crise ? Ça, je n'en sais rien pour l'instant. On sait que ça a eu lieu, probablement que ça aura encore lieu,
comment ça va être traduit dans le budget hospitalier, je n'en sais rien pour l'instant. Et donc, on ne peut pas non plus, vous n'avez de nouveau pas de boule de cristal pour voir si ça va avoir un impact sur la fameuse enveloppe de frais variables des années à venir, et si ça va avoir de facto une répercussion pour nous. Je ne peux pas le dire d'emblée parce que je ne sais d'ailleurs pas combien de temps elle va durer encore cette crise, parce que finalement on y est encore. Alors c'est vrai que certes pour l'instant ça va mieux, mais on y est encore. Donc là, bien évidemment, la CNS en tient compte, a ces éléments aussi, et d'ailleurs a bien précisé dans la détermination de l'enveloppe budgétaire globale 2021-2022 qu'il fallait tenir compte de cet effet Covid, mais c'est pas encore totalement finalisé puisqu'on n'y est pas encore totalement terminé. Alors une question qui m'a été adressée hier par un membre, c'est par rapport aux biosimilaires et l'utilisation des biosimilaires dans les hôpitaux au Luxembourg. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, dans le contexte des biosimilaires, qui sont maintenant vraiment des produits qui font partie du paysage, clairement, nous avons eu une démarche assez, je dirais, pragmatique et patiente vis-à-vis des biosimilaires. On a, et en concertation avec les médecins, mis du temps à intégrer dans nos marchés justement la mise en concurrence avec des biosimilaires. On a, dans un premier temps, et parce qu'on n'avait pas d'obligation légale de le faire, ni de contrainte de la part de nos autorités de santé, on a souhaité d'abord regarder ce qui se passait dans les pays frontaliers. Quelle était finalement la tendance vis-à-vis de ces biosimilaires dans la pratique médicale hospitalière dans les autres pays. En sachant que dans ces pays, eux avaient souvent des contraintes avec peut-être même des quotas de prescription pour les biosimilaires. Il faut être clair aussi qu'au départ, les médecins étaient plutôt dubitatifs sur l'intérêt de ces molécules ou sur quels allaient être leurs impacts. Il faut dire aussi que justement le temps a aidé et du coup les médecins ont évolué aussi sur leur position, ce qui nous a permis, et nous aussi d'ailleurs en tant que pharmaciens on a aussi évolué par rapport à ça, ce qui nous a permis donc de faire évoluer nos marchés. Donc encore vous voyez qu'on part de cette concertation et on fait évoluer les marchés en conséquence, qui fait que tant qu'on n'avait pas encore de règles claires par rapport au switch, on a d'abord ouvert aux patients naïfs. Donc c'était notamment dans le cas de l'infliximab, où on a fait vraiment un marché dédié aux patients naïfs, parce qu'on n'avait pas assez de données vis-à-vis du switch, alors que certains pays faisaient déjà du switch. Et puis du coup, nous donner la possibilité d'utiliser quand même ces produits et de voir ce qui se passait sur le terrain. Puis arrivent les anticorps monoclonaux, mais dans le cancer, où là, effectivement, eh bien, on a, avec l'aval des oncologues, mis une concurrence totale, avec un switch direct, en fonction de ce qu'il allait l'emporter, mais bon, il se trouve que la société Princeps a décidé de ne pas répondre au marché, en l'occurrence. Donc elle a pris le choix, stratégique certainement, de ne pas répondre à ce marché et de laisser la place totalement aux biosimilaires. Voilà. Et une chose, parce qu'avec cette société, on a eu quelques bisbilles pendant quelques temps, parce que finalement, nous avions un contrat et une négociation avec cette société, basée sur des fondamentaux de discussion avec les médecins et avec les pharmaciens, qui nous permettaient justement d'aller à un marché négocié et de ne pas ouvrir au biosimilaire pendant une période donnée. Et finalement, cette société a dit, non, je ne peux pas le faire, parce que légalement, je ne peux pas le faire, parce qu'il y a de la concurrence. C'est elle-même qui, en fait, a dit, mais en réalité, moi, je ne peux pas faire marcher. Alors qu'en réalité, légalement, on était dans notre bon droit, puisque c'était une décision médico-pharmaceutique qui répondait à un besoin spécifique et qui, pour une période donnée, déterminait qu'il n'y avait pas de place pour les biosimilaires. Voilà. Et puis, finalement, et aussi en partie parce qu'ils nous ont poussé à faire cette chose-là, eh bien, nous sommes allés vers un appel d'offres qui a débuté en début d'année et qui se passe très bien et pour lequel on n'a aucun problème. Donc, évidemment, maintenant, les biosimilaires sont là. Ce sont des produits que les médecins utilisent, prescrivent, et donc ils vont rentrer dans le paysage et donc s'inscrire dans la dynamique de mise en concurrence avec les produits Princeps. Et c'est grâce aussi en partie aux économies générées par ces mises en concurrence, parce qu'il faut savoir que sur ce marché récent, c'est 1 million d'euros d'économies pour les hôpitaux, mais c'est 1 million d'euros que l'on peut utiliser
pour dépenser sur des innovations médicamenteuses Oui. ou de dispositifs médicaux implantables. Mais en tout cas, l'enveloppe n'est pas récupérée par la Caisse nationale de santé. L'objectif, c'est que ce que j'économise d'un côté, je peux l'investir sur d'autres. Et c'est ça l'objectif. Donc, une technologie qui a 20 ans, eh bien oui, il est normal qu'elle coûte quand même un peu moins cher et que quelque chose qui vient d'arriver, qui est totalement innovant et qui sauve ou aide à guérir des patients. C'est très intéressant votre point de vue de votre actualité récente avec les biosimilaires. J'aimerais aussi que vous nous partagiez votre vision pour le futur et plus particulièrement, et entre autres, par rapport au centre logistique. Vous avez expliqué que vous coordonniez pour les achats. Aujourd'hui, le centre de logistique du CHL, que j'ai eu l'occasion de visiter, est très très bien organisé, s'étend. Qu'en est-il de demain, cette logistique? Et puis, quels sont les autres projets en matière d'hôpitaux et de pharmacie hospitalière que vous voyez et attentes par rapport à ça? Bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, la pharmacie hospitalière a encore de beaux jours devant elle et il y a vraiment beaucoup de développements qui sont encore en cours. Je vous ai parlé de la pharmacie clinique, c'est quelque chose qui évolue. On va débuter par exemple de la pharmacie clinique en oncologie là, nous à partir de la rentrée. Donc c'est l'effet un peu boule de neige, c'est-à-dire qu'on arrive à développer des projets parce qu'on a prouvé sur le terrain que ça fonctionnait et que c'était efficace. Et en fait, la plateforme logistique, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que poussé aussi par le manque de place qu'il y avait dans nos hôpitaux sont un peu à l'étroit parce que, vous avez vu, la population augmente au Luxembourg, donc le nombre de malades aussi augmente, et donc il faut pouvoir prendre en charge ces patients dans les meilleures conditions, donc la place commence à manquer dans les établissements hospitaliers. Et en pharmacie aussi. Et donc, du coup, j'ai souhaité mettre en place une plateforme logistique pour délocaliser, non pas très loin, mais en tout cas, ne plus mettre dans l'hôpital des choses qui, pour moi, n'avaient pas forcément de plus-value à être dans l'hôpital. Et qui pouvaient gagner en efficience en étant délocalisées. Et c'était pour moi le concept de la plateforme logistique. Et il faut savoir que les pharmaciens gérants sont demandeurs de la réalisation d'une plateforme logistique nationale, puisque là actuellement c'est la plateforme du CHL et des hôpitaux partenaires, mais nous sommes demandeurs de créer une plateforme logistique hospitalière, bien évidemment sous la responsabilité de pharmaciens, parce que c'est dans notre ADN aussi, ça fait partie de nos missions, qui allie à la fois l'achat et le stockage de produits pharmaceutiques qui ensuite sont dispatchés dans les établissements et si possible dispatchés de manière quasiment prête à utiliser dans les services pour aussi réduire la charge logistique qu'il peut y avoir dans les services sur du personnel infirmier qui a, à mon avis, beaucoup plus à gagner à être au lit du patient qu'à gérer des boîtes de produits pharmaceutiques ou non pharmaceutiques. Donc, il y a cette idée vraiment d'aller vers cette solution, mais nous, pharmaciens, nous sommes demandeurs. Maintenant, on ne sommes pas les seuls décideurs. Il faut que nos directeurs soient d'accord, il faut que le ministère de la Santé soit d'accord. Voilà. C'est possible par la loi. Depuis 2018, c'est possible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités regroupées en dehors. Et puis par contre, il y a des activités qui doivent rester dans l'hôpital. La production de chimiothérapie doit être faite dans l'hôpital, au plus proche de l'hôpital de jour, de l'hôpital de semaine et de l'hospitalisation des patients oncologiques. La délivrance de médicaments, la préparation nominative des médicaments doit être aussi au sein de l'hôpital, puisque nous sommes des hôpitaux aigus. Donc c'est un jeu d'équilibre dans ce qui doit rester, ce qui doit sortir. C'est de continuer à développer la pharmacie clinique, c'est d'aller sur des domaines auxquels on n'était pas encore allé beaucoup, c'est notamment la radiopharmacie. On va gérer tout le radiopharmaceutique. Alors je ne sais pas si vous avez dans vos membres des membres qui commercialisent des médicaments radiopharmaceutiques, mais en tout cas ça fait partie maintenant aussi de nos missions. C'est aussi récemment inscrit dans la loi et donc nous disposons de radiopharmaciens qui gèrent du coup tout ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le rien, mais au niveau des médicaments radiopharmaceutiques. Est-ce que vous avez un horizon pour cette mise en place de cette logistique pour les 4... Pour l'instant, non. Bon, merci beaucoup Grégory Godillot pour tout ce partage, toutes ces idées et ces visions. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration et puis j'invite tous les membres de l'APL à nous rejoindre sur le team pour la suite des questions. À tout de suite. Merci.